Bonjour et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On est en compagnie aujourd'hui d'un observateur privilégié de la société israélienne, maître de conférences aux universités Ben Gurion de Beersheva et aussi du Mont Scopus à Jérusalem, également directeur de recherche à l'Institut politique du peuple juif. En anglais, ça se dit Jewish People Policy Institute. Ça se trouve aussi à Jérusalem. Bonjour Dov Maimon. Bonjour Antoine, bonjour chers auditeurs. Alors, au sein de votre institut, vous avez réuni une équipe multidisciplinaire qui est composée de sociologues, d'anthropologues, de statisticiens, d'experts en stratégie, une équipe qui travaille en ce moment sur l'impact du 7 octobre sur la société israélienne. Et vous avez constitué comme ça un panel de plusieurs milliers d'Israéliens, 8000 Israéliens, qui représentent diverses tendances, et aussi un panel similaire pour les Juifs américains. On va en parler également. Peut-être vous pouvez nous présenter d'abord quels sont les principaux résultats de cette grande enquête que vous avez conduite avec votre institut. Oui, tout à fait. Donc, on a très vite compris que c'était un électrochoc. Le 7 octobre a profondément transformé la société israélienne. Et comme on est un institut qui s'occupe de politique, de prospective, donc il était important pour nous de mesurer l'impact. Parce qu'il y a des phénomènes qui sont éphémères, qui sont transitoires, et puis il y a des phénomènes de long terme qui transforment l'histoire. Donc, et pour nous, il était très important de faire la différence entre le bruit et les signaux. Donc, on a mis en place tout un système et on essaye d'étudier vraiment avec des baromètres, des mesures, des indicateurs, etc., pour essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer et essayer de prévoir, évidemment, pour anticiper les conséquences négatives et préparer, peut-être encourager des initiatives positives. Voilà. Alors donc vous nous mettez l'eau à la bouche, on va savoir ce que vous prévoyez qui se passera Alors, prochainement. voilà. Alors, bon, Alors la première attendez, chose, sur le 7 octobre, d'abord juste, je voulais souligner un terme que vous utilisez, vous parlez de moment apocalyptique. Qu'est-ce que ça signifie, moment apocalyptique? je sais que vous avez traité ce sujet par de plusieurs intervenants, mais je vais le dire comment nous on le voit. On le voit d'une manière particulière, c'est que il y a eu un des projets du sionisme, c'était de dire que Kishinev n'aurait plus lieu, ça veut dire qu'on n'aurait plus de pogrom, qu'on allait être enfin un État souverain. On avait une équation qui nous disait euh, le fait qu'on s'est fait massacrer dans les pogroms, c'est qu'on n'avait pas de souveraineté politique. Et tout à coup, ce paradigme s'est effondré. Donc pour un Israélien, c'est quelque chose d'assez grave. Et ça veut dire qu'on doit repenser pourquoi on est là et comment on est là. Évidemment, il y a d'autres projets au sionisme, mais il y a cette idée-là qui est un État-refuge et qui tout à coup ne l'est plus. Donc ça a été une transformation. Les gens l'ont pas compris tout de suite. C'est pas seulement en Israël. D'ailleurs, les Juifs de diaspora l'ont vécu de la même manière, pratiquement. Pendant 2 mois, nous étions tous transis, nous savions plus quoi faire, nous voyions que simplement il fallait repenser des nouveaux paradigmes. Et c'est le travail que doivent faire des intellectuels. L'intellectuel, c'est celui qui va, l'intellectuel organique nous enseigne Antonio Gramsci, c'est celui qui va articuler une pensée complexe en des choses compréhensibles par les gens du peuple. Et comme ça, on va pouvoir repenser d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Donc, pourquoi c'était apocalyptique? Parce que il y en a qui l'ont vu comme un signe du ciel. Hein, les religieux l'ont vu comme un signe du ciel. Je vous dis ce qui se passe dans nos statistiques, hein, et qui ont vu que, justement, parce qu'on avait justement pas, on n'était pas suffisamment religieux. En fait, chacun, en vérité, ça a servi de catalyseur et chacun est ressorti de tout ça avec encore plus de croyance dans ce qu'il croyait avant. Certains ont dit que c'est parce qu'on faisait pas la paix avec les Palestiniens. Certains autres ont dit que c'est parce que on était dans la dissociation, dans le désaccord entre nous. Tout est vrai. Et enfin, tout est vrai, chacun pense qu'il en pense, mais il s'est passé des choses en Israël et ça a été un réveil des fantômes. Voilà, si je devais rajouter un deuxième point apocalyptique, c'est le complément et que tout le monde comprend bien, c'est on s'est retrouvé avec des vieilles cicatrices et on est ressorti, on s'est retrouvé à Auschwitz, on s'est retrouvé à Kishinev, on s'est retrouvé au pogrom du Triple à Fès, on a compris que c'était, et ça a changé des paradigmes fondamentaux, par exemple celui qui disait que on pouvait échanger des territoires pour avoir la paix. Par exemple, et ça a énormément transformé énormément de gens sur le camp de la gauche israélienne, de la gauche politique israélienne, et qui se sont dit tout à coup, si le problème, parce qu'en fait, dès les années 30, dès les pogroms de 1929 en Israël, on a essayé de réduire le problème israélo-arabe en un problème
territorial. On s'est dit, le problème, s'il est religieux, idéologique et civilisationnel, on s'en sortira jamais. On va dire que c'est un problème territorial, parce que les territoires, on peut les partager et régler le problème. Donc, on a essayé de mettre tout sous le tapis en disant, ben écoutez, c'est juste une question de territoire, vous allez prendre un territoire, nous on va prendre l'autre, et comme ça on va régler les problèmes. Mais en fait, ça nous a explosé en pleine figure, les marques sont tombées, et on peut plus croire à cette construction mentale Phénomène occidentale. apocalyptique, donc, du 7 octobre. Et c'est sans doute ça le moteur essentiel de ce sursaut identitaire dont vous parlez. Dans quel sens ce sursaut identitaire, comment le mesurer? Qu'est-ce qui change fondamentalement? Alors, on a vu 3 sursauts identitaires, 3 regains identitaires très forts. Un, Israël diaspora. On entendait jusqu'à, vous savez, juste avant, juste pendant les fêtes, les fêtes du début de l'année en 2023, en septembre, on avait 100 grands rabbins réformés aux États-Unis qui ont dit nous n'allons plus faire la bénédiction de l'État d'Israël dans les synagogues parce que il y a un éloignement entre les Juifs de diaspora et les Juifs d'Israël. Nous ne savons plus rien à voir avec vous, nous ne voulons plus rien à voir avec vous. Et 2 semaines plus tard, le 7 octobre, tout à coup, tout le monde s'est mis à prier. Tout le monde a commencé à lire les psaumes, que ce soit évidemment les parents des otages, les otages eux-mêmes, les gens, etc. Ça veut dire qu'on a eu tout à coup, et le lien Israël-diaspora s'est renforcé. Évidemment, on a quelques phénomènes morbides d'antisionisme juif, mais c'est complètement sur la marge. Par contre, ce qui est beaucoup plus important, c'est que tout le peuple juif a compris qu'on était dans le même bateau. C'est ce que le Rav Yosef Dov Soloveitchik avait appelé le Brit Goral et Brit Yehoud, c'est-à-dire on a une communauté destinale qui est liée à notre sort partagé et puis un projet sociétal partagé. Ça veut dire que, alors qu'on était complètement différemment, on se sentait complètement à l'opposé. Pendant un an, j'ai un collègue ici à côté, dans le bureau juste en face de moi, là, qui disait, il était le premier jour, le 7 octobre, il a dit, on s'est retrouvés ensemble. Pendant un an, nous avions été des 2 camps en Israël, entre ceux qui faisaient les manifestations le samedi soir, ceux qui faisaient les manifestations le dimanche soir, entre ceux qui étaient pour la réforme, contre la réforme. Et quand on s'est retrouvés à Gaza, et sur les bords de Gaza, et qu'on a vu les pogroms qui sont arrivés pour combattre contre les terroristes, on s'est retrouvé qu'en fait, nos différences étaient infinitésimales. C'est-à-dire que face au monstre qu'on avait en face de nous, à cette mafia insupportable qui sacrifie les enfants pour faire avancer leurs intérêts hégémoniques, eh ben, on a affaire, nos différences étaient insignifiantes. Donc, on s'est retrouvés tous dans le même bateau, et ça aussi, ça a été un changement de paradigme qui est important. Tout à coup, on a compris on se ressemble plus qu'il ne semble. Voilà. On est en vérité très très proches, on dit la même chose et les divisions qu'on a entre nous, c'est simplement dans une même famille et pas en dehors de la famille. Donc ça, c'est un sursaut identitaire, le premier. Le deuxième, c'est donc qui est lié à ça, c'est le sursaut identitaire au sein même, le sursaut identitaire au sein même de la société israélienne. Ce qu'on a pu voir au niveau de nos statistiques, c'est que tout à coup, le problème qu'on a, c'est qu'on est souvent dans l'anecdote. Chacun de nous vit comme chacun sait dans des chambres d'écho et croit que ce qu'il vit, c'est ce que tout le monde vit. Alors nous, on essaye de neutraliser ça, d'abord parce qu'on est une équipe de 50 chercheurs, donc qui ont des avis différents. Les anciens chefs du Mossad et les anciens chefs de la Cour suprême, etc. Donc des gens qui ont des avis de droite, de gauche, de religieux, anti-religieux, etc. Et on a ça, et puis surtout on essaye de valider nos hypothèses par des statistiques, et on s'aperçoit qu'il y a quand même un regain, par exemple, de la parole religieuse, alors qu'il y a à peine 2-3 ans, le chef d'armée Ofer Winter avait été sanctionné parce qu'il avait osé dire une prière avant de rentrer dans un combat. Aujourd'hui, tous les soldats se mettent à prier et personne. Il y a une libération de la parole religieuse, le fait qu'on comprend qu'on est faible, qu'on n'est plus rien. Voilà, c'est ça ce qu'il faut savoir. C'est le paradigme de la guerre de Kippour la même chose qui s'est passée à la guerre de Kippour, on en parlera peut-être. Et ça veut dire qu'on a compris il fallait un peu d'humilité, l'arrogance qui n'allait plus, il fallait, tout ça, je valide sur des statistiques, non plus sur des anecdotes, mais sur vraiment des statistiques. Les Israéliens ont ressenti qu'il fallait qu'on revoie notre copie. Alors la situation de fragilité va peut-être perdurer, mais il y a la question quand même sur laquelle chacun s'interroge. Cette unité retrouvée dont vous parliez tout à l'heure du peuple, ces diverses composantes, est-ce qu'elle va survivre à moyen terme lorsque la vie politique aura repris ses droits? Qu'est-ce qui nous le garantit, selon vous, Dov Maimon? Non, moi justement, non. Nos statistiques nous montrent déjà que ça ne tient pas la route. Donc c'est pour ça que j'ai fait attention. J'ai dit, sentiment de partage de communauté destinale, qu'on est tous sur le même bateau, ça c'est passé.
Le fait qu'il y a eu un retour du religieux, notamment au sein de l'armée, ça s'est passé. Et le fait qu'il y a un sentiment il faut qu'on s'occupe vraiment de où on veut aller, ça s'est passé. Par contre, les divisions, j'ai dit que justement, ça a été un catalyseur et que chacun s'est retrouvé encore plus justifié dans sa position qu'il avait précédemment, avec quelques petites exceptions, comme j'ai dit quand même que le fait il y a que 5% des Israéliens qui pensent qu'on peut avoir deux États pour deux peuples peut être une solution pour l'État d'Israël, alors qu'avant on était à 70%. Est-ce que, Et encore aujourd'hui, non, encore aujourd'hui, si demain vous nous trouvez une solution où on est réellement garanti au niveau de la sécurité, alors plus de 70% des Israéliens seront prêts à faire des compromis territoriaux, mais personne n'y croit plus parce qu'on a compris que le problème n'était pas territorial, ça veut dire que le but du Hamas n'était pas de construire une souveraineté. Ils n'ont pas mis leurs dollars pour construire des universités, des usines, de l'emploi. Ils ont créé tout l'argent qu'ils avaient, ils le mettaient dans des tunnels pour détruire Israël. Leur objectif est de détruire Israël. Leur objectif n'est pas de construire un État souverain à côté d'Israël. Donc ça, c'est obligé. On est obligé de prendre en compte ce genre de choses. Donc, est-ce que l'union nationale va continuer? Non, elle va pas continuer. On va continuer à se chamailler, mais on fait ça déjà depuis 3500 ans. Donc, je crois qu'on va continuer et on peut vivre avec ça. Au contraire, c'est comme une force de rassemblement et de renforcement de notre, je dirais, notre résilience nationale. Euh, Autre changement, peut-être très récemment, le ministre de la Défense a appelé de ses voeux une réforme pour rendre obligatoire le service militaire pour les orthodoxes, les étudiants d'Yeshiva. Est-ce que les choses évoluent également dans ce sens? Alors, non, pas du tout. J'ai une réunion demain avec les chefs de l'armée, justement, demain après-midi, sur une journée d'études sur ce travail. Je dois présenter ce qui se passe dans le monde ultra-orthodoxe, parce que quand même, je fais partie du monde ultra-orthodoxe, donc on connaît bien. Et j'étudie ce phénomène. Donc non, on n'a que 10% des ultra-orthodoxes qui sont prêts à s'engager. Ça veut dire qu'ils se sentent, oui, ils se sentent une communauté de destin, mais ça va pas jusqu'à se traduire, de sortir et de risquer sa vie, risquer sa vie, risquer sa vie sur le front. C'est pas comme ça. Vous savez, vous connaissez ma situation personnelle, donc j'ai 4 gens qui sont ultra-orthodoxes, qui étudient à plein temps à l'Yeshiva, et puis 3 fils qui étaient sur le front pendant la guerre dans des unités d'élite. Et il y en a un qui retourne et qui a été blessé et qui retourne aujourd'hui à sa base pour continuer un cours d'officier, donc de sous-officier. Donc bon, voilà, donc oui, et autour de ma table de Shabbat, je dis clairement, oui, nous sommes deux piliers qui tiennent le peuple juif. Ce qui a tenu le peuple juif depuis 3500 ans, c'est réellement la Torah, c'est pas avec la force. On avait des empires bien plus puissants comme les Perses et les Grecs et les Romains, et ils sont effondrés, ils ont disparu. Nous, ce qui nous reste, c'est ce qui nous a fait, c'est comme dit Zacharie, le prophète Zacharie, pas par ma puissance de ma main, mais par la force de mon esprit. Donc évidemment, on a besoin de cette Torah. Mais le soir, même si les deux sont très importants, le soir, on a peur pour nos enfants qui sont sur le front et qui risquent leur vie au quotidien, plutôt que ceux qui sont en train d'étudier la Torah, même si ils étudient et qu'on a besoin on a besoin de cette Torah, parce que sans ça, on n'aurait pas de raison d'avoir. Le peuple juif ne pourra exister qu'à travers sa Torah, mais on a besoin de soldats. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et si vous me posez la question, qu'est-ce qui est fait? On a deux grandes solutions. Ceux qui pensent, les avis au niveau des Israéliens, c'est est-ce qu'on doit faire ça par coercition, notamment avec des désavantages fiscaux, des punitions, presque des punitions économiques pour ceux qui ne veulent pas faire l'armée, puisqu'il s'agit plus maintenant d'un sentiment de partage de la tâche. Il s'agit plutôt d'une idée, on a besoin de plus de soldats. Et donc, on ne pourra pas se permettre de ne pas avoir 25% des soldats qui ne servent pas dans l'armée. Donc, il va falloir changer la donne. Et à mon avis, si je vous le dis très brièvement, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais on va avoir une coalition, y compris des sionistes religieux et des laïcs en Israël, contre les ultra-orthodoxes, et quand ils seront plus au pouvoir, quand ils seront plus au gouvernement, il va y avoir des changements qui vont faire que tout à coup, les rapports de force vont s'inverser et finalement, ils vont devoir repenser leur copie. Le monde ultra-orthodoxe va devoir se prendre en charge son destin. Ouais. Alors, c'est pas complètement le sujet. En même temps, puisque vous l'évoquez, cette perspective politique, vous avez l'air de voir précisément une nouvelle coalition se mettre en place, une nouvelle forme de gouvernement pour Israël, avec de nouvelles personnes peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? On avait convenu de parler. Là, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, c'est pas ce que je voulais. Je vais rester dans le consensus. Je fais partie de l'ONU. Vous savez, je suis suisse. Je dis que des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. Vous voyez, on a tous les livres chez nous. Mais bon,
Oui, en fait, il va y avoir des choses qui vont se faire dans ce sens-là, quoi. Il y a pas, on n'a pas tellement de choix. Il y a eu un précédent qui était le gouvernement Bennett-Lapid. Donc voilà, c'est quelque chose c'est simplement quand on arrive au sujet où l'État d'Israël ne peut pas continuer à être un État du premier monde, à avoir une armée du premier monde avec une économie du tiers-monde. Or, le coût du monde ultra-orthodoxe, avec seulement 52% des hommes ultra-orthodoxes qui travaillent, va nous faire chuter économiquement à un pays du tiers-monde. On ne pourra pas vivre avec un pays du tiers-monde. Donc il est évident qu'on n'a pas envie de se suicider après 2000 ans qu'on a attendu d'avoir une souveraineté. Donc on va changer la donne. Et puis les Israéliens travaillent souvent on va jusqu'au bout, un peu comme en France. Et quand on arrive au fond de la piscine, ben là on rebondit et on va prendre des décisions radicales. Jusqu'à présent c'était trop compliqué. Maintenant il va y avoir une décision radicale d'une coalition et les ultra-orthodoxes vont devoir se plier et ne pourront plus continuer à faire on peut pas être otage, si vous voulez, d'une partie de la population. C'est absolument inacceptable. Il faudra que ceux qui étudient vraiment continuent à étudier, ceux qu'on a besoin pour marier nos filles, etc. Ouais, les vrais, ceux qui sont vraiment des gens qui donnent leur vie jour et nuit à étudier, et que ceux qui sont qu'en passant, vous savez, samedi soir, ils ont passé une émission, vous voyez un ultra-orthodoxe sur une balançoire en train de dire, écoutez, je suis prêt à mourir plutôt qu'aller à l'armée. Bon, vous comprenez, sur une balançoire, c'est sympathique, mais on n'est pas, c'est pas de ça dont on parle. Il y a des gens qui sont faits pour étudier. Ceux-là, on en a besoin. C'est le peuple juif, c'est des élites. Et puis la masse, c'est pas, il ne faut pas parler de 25% du peuple israélien qui vont être des gens qui réussissent. Si on avait ça, on serait dans une autre situation à tous les niveaux. Si on serait dans un niveau spirituel bien plus haut. Autre sujet, de quels éléments d'information disposez-vous sur l'état de l'opinion à propos de la question des otages, en particulier sur ce débat sur les priorités? Objectif premier, est-ce que c'est la libération des otages ou l'élimination complète des capacités militaires du Hamas, Dov Maimon? Voilà. Alors, on a fait justement un sondage qui a été repris dans la presse mondiale à peu près partout, où on a demandé une question complètement théorique, bien entendu, où si vous deviez choisir entre annihiler le Hamas ou retrouver les otages, qu'est-ce que vous choisirez? On a 25% d'Israéliens qui ont dit je ne peux pas m'exprimer sur cette question, mais on a quand même 27% des Israéliens qui ont dit que l'important c'est les otages. Et puis 47%, donc pratiquement 2 fois plus de gens qui ont dit l'important c'est d'annihiler le Hamas, parce que si on n'annihile pas le Hamas, alors on aura peut-être nos otages maintenant, on les aura pas. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes populations qui ont dit, celles qui ont demandé à dire qu'il fallait annihiler le Hamas, quitte à sacrifier les otages, c'était les populations plus religieuses, y compris ultra-orthodoxes, avec les paradoxes internes, puisqu'ils font pas l'armée, mais ils veulent quand même qu'on détruise le Hamas, etc. Et puis, et surtout, ce qui est très important ici, c'est qu'on a, et que les gens qui étaient plus individualistes, plus laïques, eux ont dit non, l'important c'est les otages, c'est le tout de suite, c'est ce qu'on appelle vivre dans le présent et ici et maintenant. Mais il y a aussi une partie de la population qui représente ce qu'on appelle les traditionalistes, beaucoup de séfarades, etc. Donc, en tout, ils représentent 60% de la population israélienne, hein, c'est beaucoup de monde, et parmi eux, la moitié sont pratiquants et la moitié sont pas pratiquants. Alors, ils sont comme les laïcs complets, mais ils sont quand même traditionalistes. Ils considèrent que la famille, l'État, le pays, ils croient au peuple d'Israël, ils croient à la terre d'Israël, ils croient que Dieu leur a donné la terre, mais ils croient pas forcément en Dieu. Vous savez, il y a des incohérences, on est tous dans notre propre cuisine. Et eux, par contre, ils disent l'important, c'est d'abord détruire le Hamas. Donc, l'État d'Israël. Et ça, si vous voulez, pourquoi c'est important d'apporter des statistiques de ce genre, c'est qu'on a les parents des otages qui font énormément de bruit pour qu'on accepte n'importe quel deal avec le Hamas. Et face à ça, on apporte que, écoutez, ces gens-là font beaucoup de bruit sur les médias, ils sont omniprésents partout en Israël, mais ils ne représentent en vérité que 10% de la population, et le reste de la population, la majorité silencieuse, n'est pas avec eux. Eux pensent par contre que le plus important, c'est d'abord, si on veut que les gens puissent retourner habiter dans le sud d'Israël et habiter dans le nord d'Israël et avoir une force de dissuasion face à nos autres ennemis, comme le Hezbollah, l'Iran, etc., il est très important d'abord de détruire le Hamas et ne pas accepter les propositions naïves de ceux qui nous disent faites un cessez-le-feu et arrêtez tout, et puis on prend tout. Bon, ouais. Mais grâce à Dieu, le Hamas ne veut pas non plus, donc c'est encore on a des alliés qui de toute façon sont
intransigeant. Donc les choses se font comme elles devront se faire. Alors, on quitte Israël pour aller dans le monde juif en diaspora. Vous êtes l'auteur d'une étude qui porte sur le judaïsme européen en 2030, où s'esquissent donc divers scénarios possibles pour le devenir communautaire. Qu'est-ce que le 7 octobre a changé aussi pour les juifs de diaspora, Dov Maimon? Voilà, alors vous l'avez vu, il y a d'abord la chaîne Mosaïque, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on n'en parle pas dans nos statistiques parce que les Français sont un point aveugle de nos travaux, mais voilà, ce genre d'initiative de terrain, il y en a beaucoup. Ça veut dire que les Juifs qui sont les plus loin, en fait, on va en parler, c'est la solitude d'Israël qu'on a retrouvée. Je crois que Bernard Henry a sorti un livre là-dessus, va sortir un livre, et ben il a tout à fait raison, ça veut dire que, en fait, nous qui sommes nés après la Deuxième Guerre mondiale, on pensait qu'on était partie de l'humanité, qu'on était intégré à toute cette grande histoire de la démocratie libérale, etc., et que ces histoires étaient finies. Et tout à coup, on s'est retrouvé à ce qu'on a vécu depuis 2000 ans, cette solitude d'Israël. Israël est seul au monde et les gens ne nous comprennent pas. Et plus les gens, ce qu'on a remarqué, c'est plus les gens sont éloignés, ceux qui ont un grand-parent juif, un grand-père juif, une grand-mère juive, ceux qui vivent complètement entourés de non-juifs, ceux qui ont partie de tous les camps politiques, tous les gens qui sont combattus sur tous les fonds, ces gens-là nous disent, personne ne me comprend. Moi, le 7 octobre, je me suis réveillé et j'étais transi de peur pour mon peuple, alors que je croyais que c'était une histoire passée qui ne m'habitait plus. Et tout à coup, je me suis senti dans la même solitude que la solitude d'Israël qu'on connaît. Et les gens autour de moi ne comprenaient pas. Ma femme ne comprenait pas, mes enfants ne comprenaient pas, mes voisins, mes collègues, personne ne comprenait. Pour eux, il s'était rien passé, alors que pour moi, c'était évidemment un réveil des fantômes. Donc, plus les gens étaient loin, et donc là on a un retour, on le voit partout, on le voit à l'UEJF en France, on le voit dans toutes les activités juives. Je me rappelle, j'étais à Genève quelques jours après le début de la guerre, et je faisais des conférences, on avait 300 personnes qui venaient, on s'attendait pas à ça, chaque conférence, et les gens venaient parce qu'ils avaient besoin de se retrouver dans l'entre-soi, de pouvoir partager tout ça. Est-ce que ça va durer, ce sursaut identitaire éphémère du juif qui était très loin et qui tout à coup s'est rendu compte que son judaïsme ne l'a pas abandonné. Il a peut-être voulu abandonner le judaïsme, mais le judaïsme ne l'a pas abandonné. Alors, il a voulu abandonner Brooklyn, mais Brooklyn est encore avec lui, vous voyez. Donc, est-ce que ça va durer? Normalement, non. Normalement, on va avoir une rationalisation. On peut vivre en dissonance cognitive. Donc, normalement, mais pourtant, ça dépend maintenant des organisations juives. Si on est capable de fournir une prestation pour ces gens qui veulent un judaïsme pas forcément dans les quatre coudées de la loi, qui soit pas seulement religieux, mais qui donne du sens à leur vie, ça veut dire prendre les textes traditionnels du peuple juif, les faire rencontrer avec nos dilemmes et nos questionnements qu'on a aujourd'hui, et pour créer du sens pour demain. Vous voyez, c'est ce travail de s'inscrire dans l'histoire. Alors oui, c'est le travail que doivent faire les communautés, c'est ce que doit faire aussi l'État d'Israël, pour retrouver un sens et retrouver tous ces gens qui tout à coup ont compris qu'on est tous dans le même bateau. Cette solitude d'Israël, ce retour identitaire, et c'est quelque chose qui finalement, malgré les désastres qu'on a vus, finalement, c'est quelque part, encore une fois, pour le dire presque en langage religieux, comme si finalement, de tout ce mal va nous sortir quelque chose de peut-être des choses porteuses d'espoir, en tout cas, je dirais, dans un premier temps. Alors, solitude d'Israël, on voit bien le fossé qui se creuse entre Israël et les nations dans la perception de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que les Israéliens se définissent différemment aujourd'hui par rapport aux nations? Est-ce que leur représentation, disons, de leur solitude précisément, modifie leur rapport à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble des nations? Dov Maimon. Oui, tout à fait. Ça veut dire que tout à fait. Ça, c'est très important. C'est que jusqu'à présent, on faisait attention à ce que disait Monsieur Joe Biden, ce que disait Emmanuel Macron. On pensait c'est nos amis. On sait que c'est nos amis. C'est des gens qui pensent beaucoup à nous, etc. Mais et Brigitte Macron a autour du cou un médaillon avec ramener les otages, etc., bring them home, etc. Donc c'est des gens pour qui on est important. Mais tout à coup ils nous appellent à faire un cessez-le-feu. Alors comme j'ai dit, il y a que 5% des Israéliens qui pensent que c'est une bonne idée. Alors bon, donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, on n'écoute plus, si vous voulez, les nations. On écoute plus on a compris que c'est nous qui devons continuer. On sera seuls dans notre chemin. Il va falloir détruire le Hamas. Et seulement à ce moment-là, ils comprendront
Et les intellectuels, malheureusement, qui ont soutenu Staline, qui ont soutenu Pol Pot, qui ont soutenu Khomeini, etc., eh ben, ça sera les derniers, puisqu'ils peuvent dire des choses, ils veulent des rêves, et ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Ils ne comprendront que quand on les aura sauvés. Et les Israéliens, donc ça, c'est par contre quelque chose qui est fondamental, qui est passé en Israël, c'est que tout à coup, ce que pensent les nations, ça nous importe beaucoup moins. Et ça, c'est un renversement parce que c'était comme ça en 48, en 1940, à la création de l'État, mais ça avait été oublié. Et tout à coup, on s'est retrouvé dans cette même situation où l'existence, vous savez, après 4 générations, on oublie souvent. Ça, c'est comme ça passé 3 fois dans l'histoire de la souveraineté juive, du temps du roi Salomon. Tout à coup, on s'est séparés parce qu'on à l'époque des Hasmonéens, après Hanouka, on s'est séparés après 80 ans, 60, et là, on se retrouvait avec la même chose. On oubliait qu'en fait, c'était très fragile tout ça. Mais non, je voudrais vous parler un tout petit peu de l'électrochoc quand même, qui ressemble à celui de la guerre. Pourquoi c'est tellement important pour nous au JPPI, dans l'institut dans lequel je travaille? Parce que la guerre de Kippour a été un électrochoc qui a donné naissance à 2 grands mouvements. Le mouvement de colonisation, des implantations de la Judée-Samarie. On avait conquis en 67 ces territoires qui étaient le berceau du peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, mais personne n'était parti habiter là-bas. Et c'est seulement après la guerre de Kippour qu'on a vu tellement de jeunes qui sont tombés. Il fallait transformer notre colère et notre souffrance en action positive. C'est ça la résilience du peuple juif. Donc c'est quelque chose qu'on revoit souvent dans l'histoire du peuple juif. Et là, il y a eu 2 grands mouvements. Un mouvement des implantations partout en Israël. Et aujourd'hui, il y a 1 million de personnes qui habitent de l'autre côté de la ligne verte. Vous voyez, donc c'est un mouvement évidemment qui est irréversible. On ne va pas faire partir 1 million de personnes. On a essayé d'en faire partir 7000 de la liaison de Gaza, et voilà ce qu'on a obtenu quelques années après. Donc aujourd'hui, tout le monde comprend que 90% des Israéliens pensent que c'était une erreur de sortir de Gaza en 2005. Vous voyez, des statistiques sont importantes quand même de penser ça, surtout pour la région qui est le nord de la bande de Gaza, qui servait de bande de protection contre les villes d'Ashkelon, le sud d'Israël, et on a voulu, parce qu'on a voulu croire encore à des illusions, à se dire, si on fait une preuve de bonne volonté, les terroristes vont être gentils avec nous, etc. Bon, non, ça marche pas comme ça. Donc ça aussi, c'est un changement important. Donc, guerre de Kippour, je dis, changement, tout à coup, la colonisation de toute la Judée-Samarie, tout à coup la terre d'Israël qui va prendre possession de géographique, et prendre possession identitaire. C'est là qu'on a eu, alors que les sionistes, c'était des gens qui se révoltaient contre la religion, révoltaient contre Dieu, qui disaient qu'il fallait prendre notre destin en main. Et à partir de la 73, en Israël, très clairement, on a les pilotes qui ont compris qu'on était face à Dieu, on était dans notre, j'appellerais ça une modestie épistémique, on doit comprendre qu'on n'est pas tout puissant, arrêter notre arrogance, on doit faire comprendre qu'il y a aussi quelque chose qui est peut-être qui nous dépasse dans tout ça. Et c'est malheureusement souvent dans la souffrance et dans la détresse qu'on entend ça. Et à ce moment-là, et il y a eu le mouvement du retour du religieux. Aujourd'hui, 40% des Israéliens sont religieux, et encore, on a dit plus de 50% encore qui sont traditionnalistes. Donc on n'a plus que 5%, 7% des Israéliens qui sont réellement complètement laïcs. Et en diaspora, on l'a vu aussi, ce même mouvement, on l'a eu aussi un peu en France dans les années 70, et puis après, ça a encore renforcé. Ça a diffusé dans le monde entier, ce retour du religieux, ça veut dire que les Juifs en France, aujourd'hui, sont plus religieux qu'ils étaient quand ils étaient enfants, et plus religieux que leurs parents, et plus proches de la communauté que leurs parents. Donc il y a cet entre-soi qui est lié aussi à d'autres phénomènes, comme l'archipel français, etc., mais qui est aussi lié à ce retour du religieux, parce que le monde laïque et matérialiste n'a pas forcément donné des réponses à nos questionnements existentiels. Donc ça, c'est important. Donc si on voit qu'un électrochoc comme celui de la guerre de Kippour a transformé la société israélienne pour le faire un retour identitaire et géographique, on peut s'attendre à ce que l'électrochoc du 7 octobre pourrait être une transformation majeure de l'État d'Israël. Donc, dans le centre dans lequel je travaille, pratiquement tout le monde est laïque, bien entendu. Quand ils m'ont vu la première fois, ils m'ont dit, mais on pouvait pas penser qu'on pouvait être rabbin et en même temps intelligent. Donc, donc ils ont dit, non, c'est une erreur il y a une erreur de casting, mais bon, vous êtes comme ça, c'est pas grave, hein, on peut accepter quand même les religieux chez nous. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Donc, oui, il se passe quelque chose, il se passe un changement dans la société israélienne qui peut avoir des implications majeures, puisque on est dans le quartier, vous voyez, entre du Maroc jusqu'au Pakistan, où le langage n'est pas un langage individualiste et uniquement matérialiste et transactionnel. Il est d'abord et avant tout civilisationnel
et culturel et religieux. Donc il faut parler ce même langage et on est influencé par nos voisins. Donc nous aussi, on commence à parler le même langage, un langage du divin, notre crainte de Dieu. Et peut-être c'est ça qui va d'ailleurs être une piste pour nous retrouver après que le conflit sera résolu, parce que c'est un conflit entre cousins avec les Arabes. Donc on va finir par trouver une solution dès qu'on aura reconstruit un accord de paix avec l'Arabie saoudite et on aura réglé le problème palestinien avec différentes solutions qu'on connaît ou qu'on connaîtra. Et ben à ce moment-là, on peut dire que à ce moment-là, on a justement une piste pour qu'on sera tous face à Dieu et quand on parlera le même langage que nos voisins, il est probable qu'on sera encore mieux capable de se communiquer entre nous. Vous voulez dire qu'il peut y avoir un accord sur le plan religieux aussi avec les musulmans. On a parlé de l'initiative du Rav Cherki sur cette chaîne. Est-ce Très que vous bien, pensez voilà, tout à fait. Je l'ai vu hier soir. Je l'ai vu hier soir, Rav Cherki. Je lui ai dit que absolument, que évidemment, je soutiens ce qu'il a fait. J'ai créé moi-même 50 groupes de dialogue avec des musulmans, donc je connais bien le sujet des rencontres entre mystiques juifs, mystiques musulmanes, et évidemment, avec les musulmans, on n'a pas de problème sur le ciel. On a un problème sur la terre, sur la géographie, vous voyez. Avec les chrétiens, c'est différent. Eux, on a un problème au ciel. Et on a bon sur la terre, on vit différemment avec eux. Donc bon, oui, mais tous les deux sont d'accord qu'on n'a pas de place ici. Donc il va falloir quand même si on veut pas vivre sur une disquette et seulement sur Internet, il va falloir quand même un peu de géographie. Donc on va devoir pousser les coudes et on va devoir s'affirmer, avoir notre corps. Et le corps du judaïsme, c'est le peuple juif. Le corps du peuple juif, c'est la terre d'Israël. Et tout ça fait qu'on est et un corps, il a des odeurs, il fait du bruit, il ronfle, je sais pas, il fait plein de choses un corps. Donc il nous dérange. Donc le peuple juif avec un corps, c'est le Shabbat, c'est les mitzvot, c'est le kasher, c'est tout ça. Et bon, ça dérange ce particularisme. Voilà. Donc mais je suis très confiant pour l'avenir, en tout cas. Oui, on est en train, nous-mêmes, ici, dans l'Institut, demain, on a une grande journée sur la réforme et sur une constitution qu'on va créer en Israël. On a un groupe de 30 juristes qui travaillent sur une nouvelle constitution pour l'État d'Israël, qui sera peut-être une des conséquences du 7 octobre, justement. Et oui, il va falloir faire un accord sur les conditions, comment on peut communiquer ensemble malgré notre désaccord, comment être profondément engagé dans sa foi et accepter l'autre dans son altérité. Il y a des pistes qu'on doit travailler et qui vont être probablement dynamisées par ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, on vous retrouvera effectivement peut-être pour parler justement de cette constitution aussi un peu plus tard, Dov Maimon. Juste une toute dernière question. Vous envisagez parfois d'entrer dans la vie politique? Vous avez l'air d'incarner une sorte d'équilibre général qui pourrait justement, dans les temps nouveaux, correspondre à des idéaux que les Israéliens pourraient partager? Il faudra réfléchir. Ce que je vous dis, c'est que j'ai des bons amis à moi, Enad Wilf, qui parle français. D'ailleurs, vous devriez interroger. Parle un peu français, pas mal français d'ailleurs. Et qui a fait l'INSEAD comme moi, qui a fait un doctorat comme moi. Enfin bon, beaucoup de choses en commun et qui a travaillé avec moi sur beaucoup de choses. Sauf qu'elle est une athée dévote. Elle était députée, elle était même vice-ministre. J'ai des amis à moi qui ont été, une dizaine d'amis à moi qui ont été à la Knesset et d'une manière ou d'une autre dans des points politiques. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout la pensée. Ça veut dire que influencer la société israélienne et le peuple juif, ça peut se faire à travers la politique, mais la politique étant qu'une histoire de deal, il va falloir échanger des choses, des compromissions. C'est un peu le débat qu'on avait entre Sartre, qui appelait ça les mains sales, et Camus, qui appelait ça les justes. Alors les justes sont ceux qui vont se salir les mains, mais bon, je sais pas si j'ai vraiment envie de rentrer en politique. Je vous cache pas, c'est évidemment une tentation forte, mais parce qu'on a besoin de dire des choses aux Israéliens, on a besoin de dire aux choses, et le pays s'écrit avec la politique. Mais pour l'instant, je m'aperçois que j'ai écrit le plan pour l'Aliyah des Juifs de France. Il y a quand même 50 000 Juifs de France qui sont venus. C'est pas grâce à moi, mais moi, j'ai été un petit gratte-papier qui a essayé d'expliquer ça. Comment on fait, quels sont les problèmes des uns et des autres, qui peut faire quoi dans le gouvernement, quel ministère peut régler tel ou tel problème, combien ça va coûter. On peut écrire des plans pour l'Israël diaspora. On a créé tous les programmes Taglit et Massa, etc. et financer des programmes poussés d'une autre manière. Et rentrer en politique frontalement, en vérité, il faut être un animal politique dans ce pays.
c'est trop risqué. Puis bon, Enfin après, ils bon, vont nous vérifier aussi si on n'a pas payé un jour une babysitter sans facture et on va être on risque d'être scruté sur des choses qui sont tellement dangereuses. Je pense que Antoine Mercier rentre en politique en Israël. Je pense que c'est ah une ouais. bien meilleure idée parce que là, il aurait des bonnes idées. Il penserait comment l'État d'Israël, le peuple juif peuvent s'inscrire au sein de l'humanité parce que si le peuple juif soit le judaïsme sera pertinent pour l'universel, soit il n'existera plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à penser. C'est là qu'on a besoin de la diaspora. On a besoin de la diaspora essentiellement pour nous rappeler le message de la Bible qui nous dit que ma maison sera une maison pour tous les peuples. Et il va falloir communiquer. On a besoin de votre aide pour repenser les paradigmes. À cause du 7 octobre, les Israéliens se sont recentrés dans l'entre-soi. Ça veut dire ils croient plus en personne. Et là, pour l'instant, on a la tête sous l'eau, on fonce, on doit détruire le Hamas, personne ne comprend ce qu'on dit. Et à un certain moment, il va falloir sortir. Et là, on a besoin de gens, c'est ce que vous faites sur votre chaîne, qui vont penser, avec toutes les pensées que vous avez mis en tout ensemble. Vous voyez, ça donne il m'est arrivé pour préparer cette émission d'écouter une petite dizaine d'interventions et je me dis voilà, ici il y a un rassemblement d'idées exceptionnelles du monde francophone qui a tellement à nous apprendre aux Israéliens. Donc oui, on a besoin de votre message, pas forcément dans la politique israélienne parce que là il faut jouer des coudes et faut être des bulldozers, mais à travers les idées, on a besoin d'éclaircissement, Ouais. d'un éclairage qui viendrait de Si, l'universel. si vous n'entrez pas en politique, Dov Weinman, on va vous embaucher comme agent de publicité pour Mosaïque. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir accepté cette interview et pour tous les éclaircissements que vous avez apportés sur les changements en cours. On va vous retrouver très prochainement, d'ailleurs, pour la seconde partie de notre entretien, où on parlera de l'antisémitisme, des moyens d'y faire face, de l'antisémitisme aussi et de son instrumentalisation à travers le monde et toujours à travers les enquêtes donc que vous conduisez avec l'Institut politique du peuple juif. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.